On entend parler de la crise du logement tout le temps, en fait. À un point où ça devient presque un bruit de fond, un problème un peu, disons, abstrait. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à du concret, vraiment du concret. Une réponse qui vient de voir le jour à Laval, sur le boulevard Curé-Label, là où il y avait avant le restaurant Lordia. Il y a maintenant un immeuble. 101 logements sociaux et abordables, et les premiers locataires viennent tout juste d'emménager. Pour creuser ça, on s'appuie sur des documents de wikiresidence.ca et d'infodrone.ca qui ont vraiment analysé les projets. Notre idée, c'est d'aller au-delà de la simple annonce immobilière. On va regarder les chiffres, bien sûr, le financement, tout ça, mais surtout, on va essayer de voir ce que ça change pour de vrai, pour les 101 familles qui y vivent, et puis pour le quartier autour. Alors, pour commencer, les faits. Un immeuble de 6 étages, 101 logements. C'est un OBNL de Montréal, la société de gestion Kerbs qui analyse le projet. Et le premier truc qui frappe, c'est la vitesse. Moins de 16 mois entre le début de la construction et l'arrivée des gens. C'est très rapide. Vraiment. Et ça montre bien qu'il y avait une urgence. Mais l'élément le plus important, c'est ce que vous avez dit, Evelyne. C'est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Et ça, il faut tout de suite le préciser. Ça change toute la philosophie du projet. Ce n'est pas un promoteur privé qui cherche à maximiser le profit. La mission est sociale. S'il y a des surplus, ils sont réinvestis dans l'immeuble ou dans d'autres projets. C'est un autre monde. Et c'est justement ce qui permet de créer ce que la source appelle un modèle de développement urbain inclusif. Le mot-clé, c'est inclusif. Exactement, c'est le concept de mixité. Dans cet immeuble, on trouve des ménages à très faible revenu, ceux qui étaient sur des listes d'attente pendant des années, mais on y trouve aussi ce qu'on appelle les ménages à revenus modestes. Ah oui, cette catégorie un peu entre deux. C'est ça. C'est des gens qui gagnent un peu trop pour avoir droit au logement subventionné classique, mais ils n'ont plus du tout les moyens de se loger sur le marché privé. Ils sont coincés. Et c'est souvent eux les grands oubliés de la crise. Et en lisant le document, il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé. Le loyer pour un 4,5, donc 2 chambres, dans cet immeuble, c'est autour de 1 100 $ par mois. Juste à côté, pour quelque chose de comparable sur le marché privé à Laval, on parle de presque 2 300 $. Ah oui, Ce n'est même plus une différence, c'est un autre univers. c'est plus du double. Et cet écart, ce 1 200 $ par mois, il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste une économie. C'est une bouffée d'air, ça brise un cycle. Ce projet n'offre pas seulement un toit, il offre une forme de stabilité financière, un point d'ancrage. Et cet écart, il nous dit aussi quelque chose de très fort sur l'état du marché à Laval. Parce que si ce projet est si important, c'est que la situation est critique. Les sources le montrent bien, le taux de vacances à Laval est sous la barre des 1,5%. Et il faut rappeler ce que ça veut dire. Le seuil d'équilibre, le moment où on considère qu'un marché est sain, c'est 3%. On est à moins de la moitié. Exactement, moins de la moitié. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a tout simplement pas de logement disponible. C'est un marché de pénurie. La conséquence directe, c'est une pression énorme. On apprend dans le document que les listes d'attente pour les logements à loyer modique, les LLM, ont bondi de 20% en 3 ans à Laval. C'est une explosion, vraiment. Une liste d'attente qui s'allonge aussi vite, ça veut dire que le système ne suit plus du tout la demande. Le fossé se creuse d'année en année. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrivent ces 101 logements. Et d'ailleurs, le document le précise. Même si ça peut sembler peu, toutes les unités ont été sollicitées immédiatement. Taux d'occupation de 100% dès le premier jour. Ça confirme le besoin criant. Ce projet, on peut le voir comme une petite soupape de sécurité. Ça ne règle pas la crise, la source est lucide là-dessus. Mais ça allège un peu la pression sur les plus vulnérables. Et on parle de qui principalement? Surtout les familles et les aînés. Ce sont eux qui souffrent le plus dans ce marché tendu. Pour une famille monoparentale ou un couple de retraités, trouver un logement décent à Laval, c'est presque mission impossible. Bon, alors, face à cette urgence, la question qui vient tout de suite, c'est l'argent. Comment on fait pour monter un projet de 45,5 millions de dollars? Le montage financier est assez complexe. C'est un partenariat à 3 niveaux. D'abord, le gouvernement fédéral, c'est le plus gros morceau, 20 millions de dollars via le Fonds pour le logement abordable. Ensuite, le gouvernement provincial qui met 17,6 millions. Et là, il y a un détail intéressant. Sur cette somme, 6 millions viennent d'une entente avec le Fonds de solidarité FTQ. Et enfin, la ville de Laval ajoute 7 millions de dollars. C'est un bel exemple de collaboration. Mais la source ne dit pas si ça a été simple à mettre en place.
Parce que coordonner 3 paliers de gouvernement, chacun avec ses programmes, ses délais, c'est souvent un vrai casse-tête. D'ailleurs, il y a une petite trace de cette complexité dans le document. Ah oui? Et cette différence de 10 millions, ce n'est probablement pas une simple erreur. Ça illustre bien la complexité de ces dossiers. Quand on a autant de partenaires, retracer chaque dollar et s'entendre sur le coût final, c'est un défi. Ça met le doigt sur un enjeu de gouvernance qui est souvent un des freins invisibles à ce genre de projet. Et en plus de sa contribution directe, la ville de Laval ajoute autre chose. Le maire, Stéphane Boyer, parle d'un bonus. C'est un crédit de taxe régressif sur 4 ans pour le BNL. Et ça, c'est un outil très important, très stratégique. C'est une aide plus discrète, mais en allégeant les charges d'exploitation, la ville assure la viabilité du projet à long terme. Payer moins de taxes, ça permet à l'OBNL de garder les loyers bas, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est que chaque palier de gouvernement n'apporte pas juste un chèque. Il utilise ses propres outils. Le fédéral avec les grands fonds, le provincial avec les programmes et le municipal avec la taxation. C'est ça. Et si un des 3 piliers manque, tout s'effondre. Ok, on a l'argent, la collaboration, mais maintenant l'impact. Concrètement, qu'est-ce que ça change? La source divise ça en 2, l'impact économique et l'impact social. Pour l'économique, il y a l'effet immédiat de la construction, bien sûr. Des centaines d'emplois. Mais l'effet à plus long terme est peut-être encore plus intéressant. L'arrivée de 100 ménages stables, avec un pouvoir d'achat qui est plus prévisible, ça stimule l'économie locale. Plus prévisible parce que leur budget n'est plus, et je cite la source, englouti par des loyers excessifs. C'est une expression très forte. Englouti. Oui. Ça suggère que le marché privé n'est plus juste cher, il est devenu presque prédateur. Donc, l'argent qui n'est plus englouti par le loyer, il est réinjecté directement dans le quartier. L'épicerie du coin, la pharmacie. Exactement. Les commerces du boulevard Curé-Labelle. C'est un investissement qui irrigue l'économie locale de l'intérieur. Mais c'est vraiment sur le plan social que l'impact est le plus profond. Le document parle d'un outil essentiel, le programme de supplément au loyer, le PSL. On apprend que 65 des 101 ménages y ont droit. Et ça change tout. Ah oui, ça change absolument tout. Le PSL, ça garantit que ces familles ne paieront pas plus de 25% de leurs revenus pour se loger. Il faut bien comprendre, la norme, c'est de ne pas dépasser 30%. Et la source nous dit que plusieurs de ces familles avant dépensaient 50%, parfois même 60% de leurs revenus en loyer. C'est comme recevoir une augmentation de salaire massive. C'est exactement ça. Et ce n'est pas juste une ligne sur un budget. C'est un effet domino positif sur toute la vie de la famille. C'est la possibilité de mieux se nourrir, de ne plus dépendre des banques alimentaires. C'est pouvoir inscrire un enfant à une activité. Ou simplement aller chez le dentiste, une dépense qui était toujours reportée. On quitte le mode survie pour entrer dans la vie. C'est une réduction directe de la précarité. Le document insiste aussi beaucoup sur la stabilité, le fait de savoir qu'on ne sera pas mis à la porte l'année suivante, que les enfants peuvent rester dans la même école, se faire des amis. Et ça nous ramène à la mixité sociale dont on parlait au début. En intégrant cet immeuble dans un quartier qui existe déjà, comme Chomedey, on évite le piège des grands ensembles isolés. On ne crée pas de ghetto. C'est ça. On intègre au lieu de parquer. On favorise une cohésion sociale en mélangeant des gens. Les enfants se côtoient au parc, les adultes au supermarché. Ça brise les stigmates. On ne construit pas seulement des logements, on tisse du lien social. C'est la base d'un développement urbain sain. Alors, si on fait le bilan de tout ça, que faut-il retenir? D'abord que ce projet à Chomedey, c'est beaucoup plus qu'un simple immeuble. C'est la preuve qu'une stratégie qui combine financement public et gestion par un OBNL peut apporter une vraie solution. Tout à fait. La conclusion du document est très claire là-dessus. Le projet est qualifié d'investissement stratégique dans le capital humain et l'avenir durable de Laval. Capital humain. La phrase est là. C'est puissant. Ça veut dire que chaque dollar investi a un retour qui n'est pas que financier. Il est avant tout social. En offrant la stabilité, la sécurité, la dignité, on investit dans le potentiel des gens. On permet à des enfants de mieux réussir, à des parents d'être moins stressés. C'est un investissement dans la société de demain. Et la source conclut en disant que c'est un modèle réussi. Ce qui amène une dernière question, une réflexion pour la suite. Si le modèle existe, s'il fonctionne et si ses bénéfices sont si clairs, quels sont les vrais obstacles qui nous empêchent de le répliquer à plus grande échelle? Pas juste une fois, mais des centaines de fois, pour vraiment endiguer la crise. Est-ce que c'est juste une question de volonté politique et d'argent, ou est-ce qu'il y a, comme on l'a un peu vu avec le financement, des freins plus discrets, des lourdeurs administratives, qui font que ces projets restent l'exception et non pas la règle?